En 17 manches, c'était le 9e doublé Hamilton-Verstappen, et comme pour chacun d'entre eux, je pense qu'on peut dire qu'on en a eu pour notre argent, et bien que j'admets ma surprise de voir Red Bull afficher un avantage face à Mercedes, après une série d'épreuves qui semblait plus favorable à Mercedes, on a eu une nouvelle démonstration de ce qui fait la force de ce championnat pour moi, parce qu'au drapeau à damier, ce sont les pilotes qui ont fait la vraie différence. Quelle que soit l'équipe qui a l'avantage, le meneur de l'écurie rivale est toujours sur un rythme qui permet de compenser son déficit, et je maintiens que c'est pour moi le plus beau 1 contre 1 depuis Alonso Schumacher en 2006. Après des 1 contre 1, on n'en a pas eu beaucoup non plus depuis. Mais bon, si beaucoup voient en ce dimanche la plus belle victoire de Verstappen en F1, c'est pour une bonne raison. Et je dis pas que je serais d'accord, parce qu'au bout de 18, ça commence à en faire quelques-unes à prendre en compte. Mais je pense par exemple à l'Autriche ou à l'Allemagne en 2019. Mais pour ce dimanche, à Austin, c'est pour moi la première fois que j'ai l'impression d'avoir vu les rôles s'inverser entre Lewis et Maximus. Habituellement, c'est Hamilton qui part en pole, Max qui force le passage en tête au premier virage, et même s'il mène la course après cela, la menace de Hamilton est pesante, et à la fin, c'est toujours Hamilton qui gagne parce que X ou Y, et aujourd'hui, c'était Hamilton qui prenait la tête, et ensuite, c'était bien Max qui semblait être sur son terrain. Et j'ai l'impression que malgré l'avantage qu'avait Hamilton en piste, donc en étant simplement devant, c'était pas lui qui avait la course en main. Mais bon, ça c'est juste un ressenti, et aujourd'hui je veux simplement entrer en détail dans ce ressenti, tenter d'entrer en profondeur dans leur course, et plutôt que de vous proposer une chronique de 45 minutes, j'ai décidé de vous consacrer celle d'aujourd'hui uniquement à la lutte pour la victoire, et revenir un peu plus tard sur le condensé de la course pilote par pilote, comme je le fais habituellement. Tant Seigneur Lewis premier que Maximus était sublime en qualification, Lewis gagnant une demi-seconde sur sa dernière tentative, et Verstappen améliorant malgré l'arrivée de la pluie sur la fin de son tour. Lewis prenait un envol sublime pour profiter de sa position sur la grille pour être à l'intérieur du virage 1, et j'avoue que c'est quelque chose que j'adore à Austin, parce que le deuxième est du côté sale de la piste, mais il est le mieux placé au freinage, donc ça promet à chaque fois de beaux premiers tours. Lewis s'est donc imposé avec autorité au premier freinage, forçant un peu Max à compromettre sa sortie, et on peut glisser un petit mot pour Checo Pérez, qui était bien placé pour profiter de la situation pour prendre la deuxième place, mais il a bien sagement joué le jeu de l'équipe en restant à l'extérieur pour laisser Maximus reprendre la position et charger Hamilton. Ces deux-là étaient sur un rythme qui leur était propre, parce qu'après 56 tours à se chasser, ils terminent à 40 secondes du troisième, alors on y reviendra la prochaine fois, mais Perez a aussi eu quelques circonstances atténuantes, mais on peut quand même en déduire que c'était pas une course de gestion, c'était une véritable course de vitesse, où il fallait être à 100% du début à la fin, tout en gérant ses gommes sur ce tracé abrasif. Quelque chose que seuls des Verstappen ou Hamilton savent faire, et ce dans des conditions éprouvantes physiquement. On est sur un tracé anti-horaire, en plus je le rappelle, où il faisait très chaud, on a beaucoup de virages à haute vitesse, donc qui écrase la nuque, et la température, comme je le disais, qui était très haute, à 35 degrés Celsius, ou pour les Américains, ça fait 308 degrés Kelvin. Mais en perdant sa position au départ, Verstappen a pu démontrer à quel point il était difficile de doubler ce dimanche. Le bénéfice du DRS était estimé à tout juste 4 ou 5 km/h en ligne droite. Les perturbations aérodynamiques étaient dévastatrices et il n'arrivait pas à se débarrasser de Hamilton, qui semblait beaucoup souffrir, il le voyait un petit peu glisser dans les virages. Hamilton n'arrivait pas à creuser l'écart, témoignant une nouvelle fois des difficultés de Mercedes au niveau de son train arrière, et on a vu une nouvelle fois le génie de la stratégie Red Bull face au génie de la stratégie Mercedes. On savait qu'il ne fallait pas arrêter Lewis avant Max parce que la Red Bull était trop rapide pour qu'un undercut puisse fonctionner, il fallait donc décaler la stratégie et miser sur la fin de course, alors que Red Bull, ils se sont contentés d'appliquer la stratégie optimale, donc à savoir celle qu'à peu près tout le monde a utilisée. Et c'est le second relais qui a vraiment fait l'intensité de la lutte pour moi, parce qu'au bout d'une petite vingtaine de tours seulement, Max s'est arrêté pour chausser de nouvelles gommes dures, et je pense que j'étais pas le seul surpris à ce stade, parce que ça semblait assez tôt. Il y avait encore 27 tours à parcourir,
Mais selon moi, nous étions dans une phase de la course où Lewis était le plus rapide, il reprenait justement les meilleurs tours en course, et il s'approchait dangereusement d'une fenêtre d'undercut qui inquiétait Red Bull. Et désolé de devoir le rappeler, mais j'oublie parfois qu'il y a quelques petits nouveaux qui découvrent encore la Formule 1 parmi nous. Je rappelle, l'undercut, c'est le fait de s'arrêter au stand avant le pilote qui nous précède, de bénéficier de quelques tours avec des pneus neufs pour aller plus vite, réduire l'écart de sorte à dépasser son rival lorsqu'il passera au stand à son tour. C'est l'undercut. Pour se protéger de cela, comme en France par exemple, Red Bull a coupé l'herbe sous le pied de Mercedes en arrêtant Verstappen plus tôt pour son 3e relais. Mais Mercedes ne semblait pas vraiment perturbé, il semblait presque l'avoir senti venir, et c'est sûrement pour ça qu'ils sont restés sur l'idée de laisser Hamilton aussi longtemps que possible en piste. Hamilton a étendu son relais jusqu'à un total de 24 tours, donc jusqu'au tour numéro 37 tours sur 56, et avec 19 tours restants, Max avait déjà 8 tours de plus sur ses pneus, donc ça commençait à déjà faire un nombre assez conséquent, il était plus dans une phase un peu de conservation, et Hamilton était tout juste 7-8 secondes derrière, la situation commençait à devenir critique. On l'a senti lorsque Verstappen a demandé à ses ingénieurs quel temps au tour il devait viser pour se protéger du retour de Hamilton. On n'a pas cherché à lui faire croire à l'impossible, on lui a dit « conserve tes pneus arrière pour te protéger du DRS », parce que voilà... Plus t'as de pneus arrière, plus tu peux sortir rapidement réaccélérer plus tôt des lignes droites, donc pas être trop en difficulté en termes de vitesse de pointe en bout de ligne droite. Et c'est très pessimiste dans le garage Red Bull d'annoncer ça à une quinzaine de tours de la fin parce que on a compris que Lewis serait très vite dans la position dans laquelle Max est en début de course, à savoir coller à son train arrière, mais cette fois-ci avec un net déficit pneumatique. Et dans le garage Mercedes, on constate que tout se passe comme prévu. Toto Wolff lui-même saute à la radio pour motiver son pilote. Il y a évidemment un gros boulot à faire pour rattraper Maximus en piste, mais on sait que on a à présent l'avantage en termes de stratégie, et on a aussi la carte magique Lewis Hamilton qui sait toujours faire marcher ce genre de stratégie, et qui est aussi un des très rares pilotes, encore une fois avec Verstappen, qui sait gérer au mieux ses perturbations aérodynamiques et aller vite sans user ses gommes. Donc c'était vraiment possible. On a vu d'ailleurs les deux être d'une régularité massacrante si on regarde les temps autour, ce qui a fait réduire l'écart entre Hamilton et Verstappen d'une manière assez conséquente, mais également très prévisible, jusqu'à ce que Lewis commence à arriver un petit peu dans le dirty air de Verstappen, et on sent... C'est là qu'on a senti un peu les temps autour de Hamilton commencer un petit peu à se réduire, ses pneus commençaient un peu à s'user, et c'est là qu'on peut vraiment commencer à admirer aussi la capacité qu'a Verstappen à conserver ses gommes, parce qu'il a fait exactement ce qu'il devait faire, se préserver des zones de DRS, parce que même si, comme je le disais plus tôt, le gain est assez minime au DRS, ce petit avantage aurait pu quand même suffire pour que Hamilton, ayant la capacité d'accélérer plus tôt, de freiner plus tard, ce petit gain de DRS aurait pu faire la différence, donc c'était vraiment primordial de maintenir Hamilton, à 1 seconde. Et on en arrive dans ces derniers tours, et on va conclure justement en abordant le dernier tour, en parlant de DRS, parce que j'ai lu et reçu pas mal de questions à ce sujet, donc si jamais t'es un petit peu perdu, je vais t'aider. Tu sais pas de quoi je parle, c'est pas grave. Dans le dernier secteur de l'avant-dernier tour, Verstappen a été fortement ralenti par l'équipier de celui qui se fait insulter quand il respecte mal les drapeaux bleus, mais ce dernier s'est décalé à la sortie du virage 19, donc le premier du double gauche final qui mène à la ligne droite de départ arrivée. Il a perdu à peu près presque une demi-seconde dans ce dernier secteur. Et lorsque les meneurs ont entamé cette ligne droite qui allait entamer le dernier tour, on a vu Verstappen activer son DRS et Hamilton, qui était à 9 dixièmes derrière, ne pas l'activer. Je sais que ça paraît évident pour certains d'entre vous, mais on va reprendre les bases. En plus, ça tombe bien parce qu'on parle de Grand Prix des États-Unis, base, baseball... Non, laisse tomber. Sur le tracé d'Austin, ce week-end, il y avait 2 zones de DRS, et la ligne de départ était l'une d'entre elles. Pour pouvoir activer son DRS, donc hop, l'aileron arrière qui se relève pour réduire la traînée et aller plus vite en ligne droite,
Pour activer son DRS dans la zone prévue à cet effet, il faut être à moins de 1 seconde du pilote qui est devant nous. Et pour être très précis, je ne parle pas de 1 seconde sur la fiche des temps, mais 1 seconde physiquement en piste. C'est pour ça que le DRS fonctionne sur les retardataires, ou que les retardataires peuvent prendre le DRS sur les meneurs, parce qu'ils sont physiquement à moins d'1 seconde de la voiture qu'il y a devant eux. Mais cet écart de 1 seconde est mesuré à un endroit précis qui est appelé la zone de détection du DRS, et la ligne de détection de DRS, avant la ligne droite dont on parle, donc elle est située juste avant le double gauche final. Et à ce moment-là, Verstappen était à moins de 1 seconde de Schumacher, qui l'a laissé passer donc après le premier gauche. Mais Hamilton, lui, la voiture qui était devant lui, c'était Verstappen, et à ce moment-là, il était à plus de 1 seconde. Donc même si Verstappen a doublé Schumacher entre la zone de détection et la zone d'activation, il avait rempli toutes les conditions pour pouvoir activer le DRS de son côté. Quant à Lewis, bien qu'il était à moins de 1 seconde lorsqu'il est entré dans la zone d'activation du DRS, lui, il n'avait pas rempli les conditions qui lui permettaient de l'activer, parce que, encore une fois, lors de la zone de détection, il était à plus d'1 seconde. Je ne dirais pas non plus que, voilà, cette petite différence a sauvé Verstappen, parce qu'il a perdu, je le rappelle, pratiquement une demi-seconde derrière Schumacher, mais pour sûr, ça n'a pas du tout aidé Hamilton. Finalement, on n'a jamais eu cette lutte finale, ça fait répétition, entre Verstappen et Hamilton, mais j'ai trouvé que c'était quand même une belle bagarre à distance qui nous a révélé à quel point nous avons 2 caïds dans le paddock qui méritent chacun d'avoir une belle couronne en fin d'année. Évidemment, je parle pas de la couronne de l'épiphanie. Allez, on se voit plus tard pour parler de toute la course Twitter. Merci de ton écoute. Gros bisous.